Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jeudi 10 avril 2025. Regardez ça, les gars, on pète à la hausse. Alors, on pète, tout est relatif. On est quand même à 81 000 $ sur BTC. Rappelez-vous, on était quand même à 100 000 et quelques il y a quelques mois. Mais n'empêche, on a une map qui est full vert. Vous allez voir qu'il y a eu une succession de news qui est arrivée là hier et dans la foulée, là, depuis la dernière vidéo, qui est assez aberrant. Genre, vraiment, c'est assez lunaire ce qui est en train de se passer par rapport aux décisions que prend Trump. Alors, il y a une grosse stratégie de sa part qui est mise en place. On ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas pour l'instant les marchés sont très corrélés par rapport à ce que fait Trump actuellement et je crois que j'ai jamais vu en fait un chef d'État prendre des décisions qui ont autant d'impact à court terme sur les marchés quoi. Et c'est ouf la volatilité qu'il y a actuellement. Vous allez voir que ce qu'on a actuellement comme volatilité sur les marchés traditionnels, parce que sur les cryptos on a quand même l'habitude, mais sur les marchés traditionnels c'est jamais vu vraiment, ou alors les peu de fois où ça arrive c'est très rare. Et là on a eu des mouvements de volatilité qui sont complètement aberrants, donc on va aller voir tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'a mis en place Trump qui fait que les marchés voilà, ont remonté comme ça. On va voir aussi surtout, c'est vraiment ça qui est intéressant, qu'est-ce qui va être privilégié durant les prochains mois. Et aussi vous allez voir au niveau graphique sur BTC on est sur une zone, rappelez-vous les 74 000 $ qui cumulent avec le ruban de mode mobile où on est juste en bas au niveau de la clôture weekly. Il faut vraiment pas passer en dessous, mais alors qu'on peut accumuler deux autres indicateurs avec qui vont vraiment bien et où en fait à chaque fois depuis le début du bull run quand on revient dans ces zones là, en fait c'est les zones où on garde notre dynamique haussière en weekly parce qu'en fait on revient sur le sorte du plus bas qu'on peut faire au niveau de la tendance haussière. Et si on casse ça par contre c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on casse la dynamique haussière qu'on a en weekly. Donc c'est très intéressant au niveau graphique, donc on va aller voir tout ça, pas mal de choses à voir. On commence directement avec Twitter. Alors je reprends un peu là où on était par rapport aux news de la dernière vidéo. Vous voyez on était dans une succession, dans un surenchère plutôt de frais de douane quoi. C'est devenu n'importe quoi suite au fait que Trump annonce des frais de douane dans tous les sens. On a eu la Chine qui a imposé des frais de douane supplémentaires de 84% sur les produits américains à partir de demain. On a le Canada aussi qui avait annoncé frais de douane de 5%. On a aussi l'Union européenne qui avait enchéri avec 10 à 25% sur les produits américains. Amazon qui devait annuler les commandes de stock en provenance de la Chine parce qu'en fait, ça devenait beaucoup trop cher au niveau des frais de douane. Donc ça a foutu un gros bordel. Derrière, on a la Maison Blanche avec Trump qui dit qu'il annonce qu'il pourrait créer en fait les iPhones aux États-Unis. Sauf que je crois qu'il ne se rend pas compte du truc, mais en gros, créer des iPhones aux États-Unis, ça va coûter mais tellement plus cher. Là, j'ai dit l'iPhone, il va coûter 5 000 € parce qu'en fait, un iPhone, il coûte aussi peu cher entre guillemets. Bon, il coûte peut-être quelques centaines d'euros à la production et après, Apple, eux, mettent leur marge, etc. Donc, ils prennent pas mal de marge par rapport à ça. Mais ils baissent quand même les coûts par rapport au fait que l'iPhone il est produit en Chine, il est produit, je sais pas dans quel pays, mais dans des pays assez pauvres, où ils vont avoir une main-d'œuvre peu chère. Et si Trump il veut créer son iPhone de A à Z, fabriquer l'iPhone de A à Z aux États-Unis, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Et puis le prix de production il va exploser. Donc bon, tout ça c'était bien drôle au niveau des news. On a eu le VIX. Donc le VIX c'est quoi? C'est l'indice de la peur. Il mesure la volatilité des marchés qui est attendue sur les 30 prochains jours. C'est-à-dire que cet indicateur-là, quand il monte, ça veut dire que le marché anticipe une volatilité assez énorme en fait sur les 30 prochains jours. Donc c'est un peu, quand il monte très fort, ça veut dire que le marché a peur, on est dans l'incertitude, et souvent c'est là où en fait on a des crashs assez volatiles, quoi, assez énervés. Et c'est vrai quand on voit le graphique, c'est assez impressionnant parce que vous voyez, la dernière, le gros point haut qu'on avait eu ici, les gars, c'est mars 2020. Là, c'était pour le Covid. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, on a une grande période où on a des petits pics, mais qui sont pas non plus incroyables. On a juste des petits pics de volatilité, mais c'est ça, il n'y a rien de grave. Et puis de temps en temps, vous voyez, boum, on a un énorme pic. Là, boum, on a eu un énorme pic aussi au niveau de juillet 2024. Je sais plus pourquoi c'était, mais il y avait sûrement une news qui allait avec. Et là, de nouveau, vous voyez, boum, on refait un gros pic. Pas cette fois-ci avec juste une mèche, mais des vraies clôtures d'Eli. Et en fait, on se rapproche des niveaux qu'on avait au Covid, ce qui est assez ouf. Et en général, quand c'est au-dessus, vous voyez, des 40, 50 là, au niveau du VIX, c'est qu'on est sur une période très volatile et où il y a beaucoup d'incertitudes, donc beaucoup de peur, ce qui est actuellement le cas. Bon, malgré toutes ces news, cette succession de frais de douane, là, ça devenait du n'importe quoi, ça devenait du 80%, 20%, tout le monde se mettait des frais de douane dans tous les sens, et on a Trump qui a approuvé une pause de 90 jours sur les frais de douane, sauf pour la Chine, de 125%. Alors c'est assez drôle qu'il fasse ça, mais c'est assez logique, je vais expliquer après pourquoi. Et du coup, à partir du moment où il a annoncé cette news, les marchés ont rebondi, ouais, les S&P 500, boum, plus 6%. On a le Bitcoin, pareil, boum, plus 6%. Alors ça, c'était au début, mais c'est encore plus monté. Vous allez voir que les S&P et Nasdaq, depuis le point bas qu'ils ont fait là, en l'espace de 1 ou 2 jours, ils sont remontés de plus 15, plus 18%. Mais ça, les gars, c'est une volatilité que normalement on n'a pas en fait sur les marchés tradis. C'est-à-dire que vous regardez les marchés traditionnels sur les 200 dernières années, les S&P ils montent en moyenne de 11%
par an, les gars, 11% par an. Là, en 2 jours, il a fait genre 18%, c'est n'importe quoi. Bref, ça monte un peu la volatilité. Derrière, regardez les stocks, c'est la même chose, vous voyez, quand on regarde la map un peu des actions, vous voyez, on est sur plus de 4 trillions de dollars en 10 minutes. Ça n'a jamais été fait. 4 trillions de dollars en 10 minutes, les gars, mais c'est juste conséquent la liquidité qui est retombée dans le marché. Alors c'est là voir ouais, des actions où on a des entreprises mais énormes en termes de capitalisation qui sont là comme Microsoft, Apple ou Nvidia, Amazon, qui font des plus 8, plus 10% l'espace de quelques dizaines de minutes. C'est juste hallucinant, quoi. Enfin, on le voit pas souvent. Bon, et du coup, pour revenir sur Trump, ce qui est intéressant, c'est que Trump affirme que la Chine souhaite conclure un accord commercial, soulignant qu'elle commence à comprendre la nécessité de négocier avec les États-Unis. Et vous voyez, on se retrouve avec la méthode Trump, qui est de, je l'avais expliqué il y a quelques semaines, qui est Trump, comment il négocie. Il va taper fort sur la table en disant voilà, moi je veux ça, 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 sans aucune possibilité de négocier. Du coup, ça fout le bordel. Ça met les autres dans une position qui est assez complexe où en fait ils se retrouvent face à quelqu'un qui veut pas coopérer, qui veut pas négocier et où en fait le deal il est que à son avantage et il n'y a rien d'intéressant pour eux. Et puis petit à petit, il va lâcher du lest pour faire redescendre la tension et commencer là à négocier. Bon, est-ce que c'est une bonne technique de négociation? Peut-être en tant qu'entrepreneur, ça l'est. Après, en politique, bon, je ne sais pas si c'est le bon truc à faire. Mais c'est vrai que en fait, ce que visait Trump en particulier, c'était les frais de douane en Chine. Donc, peut-être le fait qu'ils mettent des frais de douane au monde entier, c'est juste pour voilà, mettre le niveau de bordel, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais de désordre au plus haut, pour ensuite voilà, redescendre tranquillement et se focus du coup sur la Chine, ce qu'ils visaient depuis le début. Bon, on va voir, mais de toute façon, les marchés, ils attendent juste une chose, c'est que voilà, Trump se calme. Et là, on l'a très bien vu, dès qu'il a commencé à dire, vas-y, on fait une pause de 90 jours, les marchés, boum, ils ont explosé. Et derrière, plus on va aller dans cette direction-là, où voilà, Trump va trouver des accords avec la Chine, avec les pays avec qui il veut négocier les frais de douane, et plus les marchés vont se détendre parce qu'on va aller vers quelque chose qui est certain et moins voilà, dans la peur et dans l'incertitude. Bon, et dans la foulée, regardez ça, on a la White House. Alors, au début, les gars, j'ai cru que c'était un compte fake. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce compte? Oui, il a été créé en janvier 2025. Et en fait, c'est le compte de la Maison-Blanche. Et quand on clique dessus, effectivement, oui, c'est un compte certifié. Il s'agit d'un compte gouvernemental d'une organisation multilatérale. Donc, si vous avez un doute, vous cliquez sur la certification. Et puis, de toute façon, Twitter, voilà, ils mettent en fait quel type de certification a le compte. Et là, effectivement, c'est bien le compte de la Maison-Blanche. En gros, pour l'investiture de Trump, ils ont créé le compte de la Maison-Blanche, donc c'est voilà, l'équipe de Trump qui gère ça derrière, mais ils font des tweets, mais les gars, c'est lunaire. Hein. Il fait ça tout en majuscule, avec des smileys, etc. Et ils pushent le truc à fond, et regardez le tweet qu'ils ont fait, ils ont dit « Let me cook », ça c'est ouf, c'est-à-dire, en gros, laisse-moi cuisiner, laisse-moi faire. Le tweet, il a pété 10 millions de vues pour 150 000 likes, c'est abusé. Et en gros, t'as la Maison-Blanche qui tweet « Laissez faire Trump, vous inquiétez pas, il gère ». Et en fait, c'est drôle parce qu'ils font en sorte que Trump soit vu comme là actuellement le mec qui fait une partie d'échecs, qui avait 10 000 coups à l'avance et qui sait exactement ce qu'il fait et qui fait ça pour le bien et que pour l'instant c'est bordel, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Peut-être c'est le cas, hein, peut-être ça a super bien marché, mais c'est vrai que waouh, comme c'est osé quoi, t'as l'impression qu'il joue au poker quoi, c'est all-in sur bluff, sur bluff, sur all-in, ouais, c'est le bordel. Bon, et par contre, dans la foulée, regardez, World Liberty Finance, donc c'est le fonds que détient donc la famille Trump, ont vendu à perte, les gars, 5 471 ETH pour 8 millions de dollars. Ça fait 2 mois qu'Eric Trump avait déclaré c'est le bon moment pour acheter l'Ethereum. Rappelez-vous, au moment où il avait déclaré ça, on était genre peut-être à 3-4 000 dollars sur Ethereum. Et là, boum, on s'est pris une gros moins 60% dans la gueule. Et derrière, on a voilà, le World Liberty Finance qui vend leur ETH maintenant, ça c'est ouf. Et ça envoie un signal encore plus négatif, là, encore plus baissier pour Ethereum. Quoi. Bon, ensuite, un peu sur les datas. Regardez ça, on a une data qui est complètement folle au niveau des liquidations sur Bitcoin. On a eu, le 6 avril, on a eu 7500 BTC qui ont été liquidés. Et c'est le plus gros pic de liquidation qu'on a eu depuis que Bitcoin existe. Vous voyez. On a eu des pics, là, par exemple, en 2023 qui étaient assez élevés, pareil ici, en 2024, etc. Mais là, c'est la première fois qu'on a eu autant de liquidation sur BTC. Quoi. Et on l'a vu la dernière fois, on était à 1,6 milliard de dollars de liquidation en 24 heures. Ça montre à quel point là les gens, enfin les investisseurs ne pensaient pas qu'on puisse retourner en dessous des 80 000, ce qui a fait que voilà, on a enclenché une vague de liquidation juste énorme. Bon, derrière, regardez ça, on a les rates, donc les probabilités des baisses ou non des rates au niveau du FOMC. Donc les rates, c'est au niveau des tarifs qui est en baisse. Et du coup, ça a switché actuellement où le consensus tape désormais sur une pause supplémentaire des tarifs pour mai et une baisse qu'à partir de juin. Et c'est vrai que ça se drôle, il dit petite pensée pour Jean Powell qui doit souffler ce matin. Et en fait, c'est vrai que de base, on était plus du côté du fait du mois de mai. Et en fait, là, on serait plutôt sur voilà, les tarifs qui restent tranquilles
pour le mois de mai, mais la baisse arriverait plutôt pour encore le mois d'après au niveau du mois de juin. Donc voilà, ça c'est intéressant. La deuxième chose qui est intéressant au niveau des news, c'est le président de la SEC, les gars, qui a changé. Alors, normalement, ça aurait dû faire énormément de bruit. Mais là, il y a tellement un gros bordel avec Trump qu'au final, ça passe un peu à la trappe. Mais ça reste quand même super important. Le pro-Bitcoin Paul Hattings, qui vient d'officiellement confirmer son poste à la présidence de la SEC. Et ça, c'est excellent parce que rappelez-vous, qui était à la direction de la SEC il y a même pas 1 an, 2 ans, c'était Gary Gensler. Et Gary Gensler, il foutait un bordel pas possible dans les cryptos en mettant des procès un peu à tous les projets crypto. Et là, du coup, boum, il a été viré donc, de la SEC avec l'investisseur de Trump, etc., qui est arrivé. Et derrière, du coup, il est remplacé par quelqu'un de pro-Bitcoin. Et franchement, avoir c'est fou, mais en vrai, quand on y pense, les gars, on est sur les États-Unis, le plus gros pays du monde. On a le président qui est pro-Bitcoin, on a le directeur de la SEC qui est pro-Bitcoin, on a plein de milliardaires, dont Musk autour de Trump, qui sont un peu pro-Bitcoin aussi. Il manque plus que le Powell, le président de la Fed, soit pro-Bitcoin, et là, on aurait tout gagné. Ensuite, dernière news que je vais vous passer, c'est au niveau des transactions énergétiques en Bitcoin. Alors là aussi, ça fait pas beaucoup de bruit par rapport aux news qu'on a à court terme sur Trump, etc., mais hyper important là. Hyper important. En gros, on a la Chine et la Russie qui auraient réglé certaines transactions énergétiques en Bitcoin. Et ça avait déjà été le cas avec la France qui commençait à s'intéresser. Alors, on a le fournisseur d'énergie EDF qui étudie la possibilité de miner du Bitcoin avec l'excédent d'électricité. Et on a la même chose sur plusieurs pays. Alors, je ne les ai plus en tête, mais j'ai vu pas mal de pays passer qui font un peu la même chose. Et ça, les gars, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour Bitcoin. C'est le fait que des gouvernements, donc soit Chine, Russie, États-Unis, France, etc., ce qui est en train de se passer, commencent à se dire, tiens, mais si on utilisait Bitcoin pour l'excédent énergétique qu'on a en plus, l'excédent d'électricité, parce qu'en fait, le gros problème d'électricité, c'est qu'on ne peut pas le stocker. Et si vous voulez devenir riche, trouvez un moyen de stocker l'électricité et vous allez faire fortune. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de stocker l'électricité sans vraiment des pertes et que ce soit rentable, en fait. Et du coup, utiliser cet excédent d'électricité qui, de toute façon, va à la poubelle ou qu'on utilise très mal, et l'utiliser pour miner du Bitcoin avec, c'est parfait parce que eux, ça va leur apporter une rentabilité qui est bien plus intéressante. Et de toute façon, c'est que de la plus-value. Et c'est ce qui était déjà mis en place par certaines sociétés ou certains, par exemple, barrages qui avaient l'excédent électrique. Et surtout, derrière, c'est un peu le premier pas de certains pays qui ne sont pas forcément favorables aux crypto, d'aller dans le sens en fait, de Bitcoin. Et si on commence à avoir tous les pays qui commencent à faire ça, c'est super bénéfique parce qu'en fait, on commence à avoir une adoption de Bitcoin qui n'est plus par rapport à son prix spéculatif, mais par rapport à son rendement, par rapport à son minage, etc. Et là, on rentre dans quelque chose qui est très très bien pour Bitcoin. Allez, petit graphe au niveau des cycles. Tiens, je vais vous montrer ça. Allez, c'est assez intéressant. Souvent, on se base sur les cycles au niveau de Bitcoin. Vous commencez à les connaître. Mais c'est vrai que les gars, les cycles, c'est quelque chose. C'est vrai que j'en reparlais la dernière fois avec ma copine. Mais j'ai l'impression que tous les gens pensent qu'on est au courant des cycles depuis le début. Les gars, quand je suis arrivé dans les cryptos en 2016-2017, les cycles, on ne savait même pas ce que c'était. Ça n'existait même pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous voyez, quand on était ici, là, à cet endroit-là, le fait qu'il y a un bull run après le halving, personne n'en avait conscience. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais entendu nulle part et personne n'en parlait. Et c'est uniquement à partir de 2018, où je m'en souviens, c'était un Anglais qui avait fait une formation, et c'était dans cette formation qu'il avait parlé de ce système de cycle. Et du coup, c'est tout le monde qui voulait acheter la formation pour savoir ce que c'était. Et après, du coup, tout le monde a été courant. Et puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que tout le monde connaît. Mais c'est en 2018 on a commencé à comprendre que on avait des cycles de bull run, de bear market, et que en fait les cycles étaient drivés par le halving et qu'à chaque halving, on avait le bull run qui arrivait derrière. Et puis ensuite, on a commencé à capter que il y avait des récurrences au niveau des dates. Et que souvent, les bottoms, vous voyez, de marché, comme ici en rouge, ici, c'était souvent la fin d'année après le bull run. Et inversement, souvent, les tops de bull run, ouais, comme on a ici, c'était souvent les fins d'année, pareil, mais de l'année encore avant. C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez, fin 2014, hop, top du bull run. Ensuite, fin 2015, vous voyez, 1 an après, bottom du bear market. De nouveau, là, hop, on avance. Fin 2017, vous voyez, top du bull run. Et encore une année après, fin 2018, pile, vous voyez, fin du bear market, on est au bottom du bear market. Pareil pour 2021, vous voyez, fin 2021, novembre 2021, c'était le top du bull run. Et si on refait encore un an après, fin 2022, c'était le bottom du bear market. Et en fait, là, si on reprolonge un peu ces mêmes cycles actuellement, on se retrouve avec le top du marché du bull run fin 2025,
Donc c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on peut avoir une dernière jambe haussière pour aller choper fin 2025 le top du bull run et ensuite corriger et ensuite de nouveau avoir vous voyez, le bottom du bear market, donc avoir un gros bear market à partir de début 2026, fin 2025 et qui dure du coup toute l'année et qui finit fin 2026, un peu comme on a vu fin 2022 quoi. Et du coup tout ça, entre chaque bottom et chaque bull run, et ben, ça nous fait un cycle vous voyez, de 4 ans qui arrive. Donc voilà, après c'est un cycle qui marche super bien parce que depuis le début sur Bitcoin, depuis qu'il existe, bah c'est le cas. Après, est-ce qu'il va faire ça pendant des dizaines d'années en réalité, il y a peu de chance. Il y a un moment où ça va décrocher pour différentes raisons. Après, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans les cryptos, il est directement au courant de ces cycles. C'est-à-dire que directement, on va lui parler de ça. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et en fait, le fait qu'aujourd'hui soit autant démocratisé, ce genre de cycle, c'est aussi une prophétie autorisatrice. C'est-à-dire que vu que tout le monde attend que le bull run soit à ce moment-là, et ben en fait tout le monde va acheter pour que le bull run soit à ce moment-là. Et inversement, tout le monde va vendre à ce moment-là pour que le bear market soit à ce moment-là. Mais ça risque d'être décalé parce que comme d'habitude, le marché il anticipe. Donc vu qu'il anticipe le top du bull run à ce moment-là, bah, en fait on va acheter avant. Donc peut-être que les bull runs vont être de plus en plus tôt et les bear markets de plus en plus tôt. Je sais pas, on verra, mais ça c'est une possibilité. Allez, deux petits graphes que je vous ai mis juste avant là, on va les voir après sur TradingView. Mais le ruban de Money Mobile, les gars, ça fait longtemps que je vous en parle. Mais regardez ça, alors je fais une petite blague en disant que pour tous les woke de la communauté crypto, le ruban LGBT pourrait nous donner notre point bas de une correction weekly. Et c'est vrai que quand on regarde les deux, regardez ça, c'est 2017. Vous voyez, 2017, à chaque fois, on venait chercher le bas du ruban, vous voyez, de Money Mobile, et à chaque fois, on rebondissait, jusqu'au jour où on a cherché le top du bull run. Et là, on est passé en dessous. Et à un moment où on est passé en dessous, on est passé en bear market. Et c'est vrai qu'actuellement, bah oui, c'est un peu la même chose où on passe au-dessus, où on vient s'appuyer dessus, Là, de nouveau, on est dedans. Et ouais, ce que je vous parle depuis longtemps, la clôture weekly des 74 000 $, qui est du coup le bas du ruban de la moyenne mobile. Bon, après, en réalité, ouais, c'est à prendre avec des pincettes parce que, vous voyez, le plus important, c'est de regarder les décisions de Trump, de la Fed, et surtout ça, en fait, qui actuellement fait bouger le marché, que, voilà, le ruban de moyenne mobile. Mais c'est quand même intéressant à regarder parce que c'est des zones clés sur lesquelles on passe en bear market ou on reste en bull run. Et j'ai fait un autre schéma encore plus poussé avec les indicateurs qu'on peut avoir, c'est des indicateurs tout simples, mais de nouveau ruban LGBT, enfin ruban moyenne mobile, le RSI et le MACD en weekly, tout en weekly. Et en fait, quand on combine tout ça, et on voit que le RSI en weekly, bah, à chaque fois, il revient dans cette zone, vous voyez, vers les 45 de RSI. Il vient ici, vous voyez, hop, il rebondit. On corrige et boum, il rebondit. On corrige et boum, il rebondit. Pareil sur le MACD, vous voyez, croisement bullish vers la zone de neutralité, hop, croisement bullish vers la zone de neutralité, hop, et là de nouveau, on se rapproche de la zone de neutralité, on peut avoir un croisement bullish. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va rebondir en fait, mais c'est juste que pour moi, c'est vraiment la zone du passement en bear market où on reste en bull run. Et c'est vrai que c'est assez fou, mais pour l'instant, les gars, on est toujours en tendance haussière en weekly. Et ça peut prêter à confusion, mais je vais vous montrer ça directement sur TradingView pour que ce soit un peu plus logique. Hop, on va se mettre sur un graphique neutre. Regardez ça. En fait, tant qu'on reste, regardez ça. Et bon, je vais le faire vraiment en mode un peu à l'arrache. Mais vous voyez, là, on est vraiment dans la dynamique haussière. Pourquoi? Parce qu'on fait des plus hauts, tout simplement en théorie de dos. Mais vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus hauts. Vous voyez, là, c'est encore le cas ici. Et des plus hauts de plus en plus hauts aussi. Et du coup, on reste dans une sorte de gros canal haussier, là, qui est une tendance haussière. Donc, en weekly, la tendance haussière, elle est toujours pas cassée. Et en fait, pour casser la tendance haussière, là, en weekly, il faudrait en fait casser l'ancien plus bas. Donc, casser ce plus bas-là. Et si là, vous voyez, on commence à casser du coup ce plus bas et on fait ça, là on entend se baissière en fait. Là on part pour moi en bear market parce que vous voyez le plus bas il est ici et du coup on casse cette dynamique haussière qu'on avait là et là en fait boum bah on peut aller beaucoup plus bas. Et inversement, si vous voyez on rebondit de nouveau comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici, si on rebondit bah en fait on repart sur une dernière jambe haussière. Alors peut-être après il y en aura d'autres mais je pense que là ça sera vraiment la dernière jambe haussière parce que vous voyez ce qui est intéressant c'est que là rebondir à cet endroit, moi personnellement c'est ce que je privilégie actuellement, mais rebondir à cet endroit bah, ça nous fait une dernière jambe haussière qui va nous chercher, vous voyez, target par exemple de 150 000, 160 000 $ sur BTC, ce qui paraît correct en fait pour ce bull run. Mais surtout, vous voyez, on se retrouve sur, rappelez-vous les cycles que je vous ai montré juste avant sur Twitter, vous voyez, octobre, même voire novembre, si on prend un peu plus de temps, vous voyez, novembre, décembre 2025, vers la fin d'année 2025, souvent là où on a notre top de bull run. Donc voilà, moi c'est plutôt ce que je privilégie personnellement. Et ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que quand on combine du coup tous les indicateurs que je vous montrais avant sur TradingView, c'est-à-dire on combine, vous voyez, le ruban de moyenne mobile, vous voyez, regardez, le ruban, donc rappelez-vous la tendance haussière qui est hop ici, et on combine le ruban de moyenne mobile qui est pile, vous voyez, sur le bas, mais comme on l'avait en fait à chaque fois, avec le RSI qui est pile là aussi, et le MACD qui croise comme d'hab ici. Et du coup, là, en fait, le rebond à cet endroit-là, bah, ça valide le ruban comme on l'a fait ici, ici. Pareil, le RSI, oui, ça valide cette zone-là, on l'a fait ici, ici, plus un petit W. Et le MACD qui croise
Puis après, lui, il a un temps de latence, mais ouais, le temps qu'on rebondisse, bah, lui, en fait, il va venir continuer à descendre et commencer à croiser pour la zone de neutralité et boum, relancer une dynamique haussière. Et ça serait vraiment parfait. Après, voilà, on sait jamais ce qui va se passer. Et en fait, ça, c'est pour montrer, pour visualiser un peu la tendance dans laquelle on est. Actuellement, on est dans une tendance haussière. On est au bas, on est en bas de cette tendance haussière. On a encore la possibilité de rebondir et de jouer une dernière chambre haussière pour aller finir ce bull run. Ou alors, suivant les news qu'on va avoir, hein, si par exemple Trump il pète un câble et je sais pas, il déclare une guerre ou je sais pas, il fait quelque chose encore pire que ce qu'il y a actuellement, et ben forcément l'économie n'a pas aimé, les marchés traditionnels vont pas aimer, et Bitcoin lui il va plonger encore plus bas, et là par contre on casse tous les niveaux de RSI, de MACD on passe en négatif, et le ruban on passe en dessous, on casse cette dynamique baissière si on fait un plus bas par rapport ici, et là par contre on part en bear market. Donc voilà, je pense que les probabilités que voilà, ça s'arrange par rapport aux frais de douane, par rapport aussi à l'inflation, par rapport au taux d'intérêt, sont plutôt en notre faveur. Donc moi, je pars du postulat que voilà, on est en bas d'une jambe haussière pour voilà, se relancer. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui est fait le futur, donc ça peut aussi pas mal bouger. Hop, je reviens sur Bitcoin. Je voulais vous montrer, alors, regardez, à court terme, je voulais vous montrer en 4 heures. Regardez le bordel qu'on a eu là. On a eu une sorte de W de l'enfer, un W, les gars, regardez ça. Non, franchement, le W, boum, boum. On est venu, en fait, les frais de douane ont été annoncés ici, par là, et là, boum, vous voyez, on a explosé. Et en fait, sur Bitcoin, bon, ça paraît pas non plus, c'est pas non plus exceptionnel hein, sur Bitcoin. Mais quand vous allez sur les marches tradis, c'est abusé, hein. Vraiment les marchés tradis, regardez les S&P et le Nasdaq, ouais les S&P c'est n'importe quoi, genre vraiment le V qu'on a fait quoi, boum boum, il est assez violent, pareil pour le Nasdaq, et ce qui est fou c'est que regardez ça, en l'espace de quelques jours là on a fait plus 18%, le S&P on est à plus 15%, c'est de la volatilité mais qui est énorme quoi, et qu'on voit pas souvent, ouais, des bougies dans ce style aussi grosses, bah franchement, ouais, même là, on n'a pas eu des amplitudes autant, quoi. C'est la dernière fois que ça arrivait, c'était peut-être en 2022 et encore. Donc c'est assez rare. Mais c'est vrai que là, c'est le top. En fait, si Trump, il se calme au niveau des frais de douane et qu'on n'a pas trop d'incertitudes qui se rajoutent, bah, en fait, on va juste suivre la dynamique et ouais, rester de cette façon. Rappelons dans la dernière vidéo, je vous parlais des clôtures weekly qui étaient hyper importants. En gros, il ne fallait pas clôturer en dessous voilà, des plus bas qu'on avait parce qu'en fait, à chaque clôture, en dessous du plus bas, bah, en fait, on cassait la dynamique haussière qu'on avait, un peu comme sur Bitcoin. Hein. Ici, ouais, on casse ici, bah, hop, on plonge dans une tendance baissière plus basse. Et si on casse là, bah, de nouveau, on plonge dans une tendance baissière encore plus basse, etc. etc. Et c'est vrai que là, ouais, la clôture weekly qu'on a eue là, elle est pile au-dessus de celle-là, donc c'est assez chaud. Mais il ne faut pas en fait qu'on vienne rechuter et clôturer en dessous. Mais pour faire ça, bah, il faudrait qu'on ait des news par rapport aux frais de douane qui soient voilà, pires. Et je vois pas comment il peut faire pire que ça. Donc voilà, pour ça, c'est plutôt cool. On a le VIX, du coup, rappelez-vous l'indice de la peur que je vous ai montré tout à l'heure sur Twitter, qui est bien redescendu, parce que souvent, quand il monte, c'est très court terme, hein, ça dure quelques jours maximum. Là, il redescend tranquillement à 35, donc les marchés se calment. Ce que je voulais vous montrer, une dernière chose sur Bitcoin, c'était en daily, hop, la zone pivot qu'on a, qui est juste ici. Alors pourquoi la zone pivot? Rappelez-vous, avant, c'était la zone des 90 000 qui était ici, et qu'on n'avait pas pu passer, on s'était fait rejeter en fait sur ce niveau-là. Et là, de nouveau, vous voyez, on se retrouve avec la nouvelle zone pivot, qui est toujours la même, le ruban qui est juste au-dessus de nous, vous voyez, où pour l'instant, on s'est rejeté à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, ça passe pas. Et là, du coup, on revient vers cette zone donc, de ruban qui est juste ici, c'est ce carré, et elle se situe entre donc, les 86 500 et ici les 82 700. Donc là, de nouveau, deux choix. Hein. Soit on revient dedans comme on le fait actuellement et boum, on s'est rejeté et là, on va chercher encore un plus bas. Et la deuxième option, c'est qu'on bute dedans et qu'au bout d'un moment, voilà, on passe au-dessus. Et là, on passe au-dessus de la zone pivot et là, on peut relancer une dynamique haussière. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, ça prend quelques temps, ça va prendre quelques jours, quelques semaines. Donc à court terme, plutôt cette zone à surveiller. Je voulais passer à la Bitcoin dominance parce qu'on est ultra haut. Regardez, en weekly, les gars, on est à 64%. On n'a jamais été aussi haut là depuis le début du bull run. On fait que monter. D'un côté, c'est un peu chiant parce qu'en fait, les altcoins, ils se font massacrer. Mais d'un autre côté, au moment où on aura un regain des altcoins, on aura un tableau positif pour que les altcoins montent, donc c'est-à-dire par exemple une baisse des taux d'intérêt et un marché qui se relance avec un Bitcoin qui reprend la dominance et qui ensuite verse la liquidité sur les altcoins, et qu'on aura voilà, toutes ces options qui sont essentielles par avoir une que season, et on aura un retournement sur la Bitcoin dominance, moi j'y crois encore, et à ce moment-là, le fait qu'on ait une Bitcoin dominance super haute, ce sera à notre avantage, parce que le fait d'avoir une Bitcoin dominance plus haute au moment de lancer la season, ça nous fait plus de liquidité qui va s'exercer sur les altcoins. Et donc plus de multiplicateurs, de gains possibles. Parce que si ouais, par exemple, on est ici et on part de là, hop, on va chercher une Bitcoin dominance ici, le delta qu'on va avoir, c'est ça. Si par contre on part d'ici, on a un delta comme ça, c'est encore plus intéressant. Et c'est vrai que pour l'instant, même si on attendait tous une Alke season là pour début 2025, un peu comme on avait eu au dernier bull run, et en fait, on est plus dans le schéma que ce qu'on avait en 2017 ou en 2017. Ouais, la season, elle est vraiment arrivée vers la fin, quoi. Elle est vraiment arrivée, la grosse Alke season, c'était ici, c'est vers la fin de l'année. Et ouais, c'est fou, mais à chaque fois, ouais, c'est pareil. On fait les altcoins qui prennent toute la dominance.
Bitcoin qui remonte en bear market et en perte d'accumulation. On arrive en bull run, boum, les altcoins reprennent tout. Et petit à petit, Bitcoin regrette. Et boum, les altcoins devraient reprendre tout, etc., etc. Et en réalité, même si je pense que si on regarde sur les prochaines décennies, si on regarde sur 20, 30, 50 ans, je pense que si on doit choisir une crypto, bah c'est Bitcoin. Ce sera le seul qui va à coup sûr survivre dans l'écosystème des cryptos sur du très long terme. Par contre, si on doit regarder la dominance globale des cryptos, je pense qu'on va tendre vers une Bitcoin dominance qui va diminuer avec le temps. Parce que même si Bitcoin va être la plus importante des cryptos et celle qui aura plus de valeur, je pense, aux yeux de la société, en fait, on va avoir tellement de projets crypto qui vont apporter aussi une plus-value, pas une plus-value, mais une utilité, si vous voulez, dans la société, et ils vont prendre plus de valeur. Et moi, je pense que la Bitcoin dominance va tendre en fait vers le bas en faveur des altcoins au fur et à mesure du temps. Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin va chuter en fait. Ça veut juste dire que Bitcoin va monter, mais le market cap des altcoins va monter encore plus, mais à long terme, quoi, sur plusieurs décennies. Et le problème avec les altcoins, c'est que même si leur market cap global monte avec le temps, on est quand même sur des durées de vie des altcoins qui sont très courts. Et en fait, les projets se font remplacer très rapidement. Et on ne connaît pas actuellement encore des projets qui restent au fur et à mesure du cycle pendant longtemps. Même par exemple Ethereum, qu'on pensait installer dans l'écosystème et qui n'allait pas bouger, qui allait rester dans sa place de numéro 2 tout le temps, et ben on commence à avoir des doutes parce que voilà, il commence à se faire dépasser, il y a des nouvelles choses qui arrivent et peut-être qu'il arrive sur la fin de la cycle pour lui, quoi. Et pour moi personnellement, Bitcoin, je le vois vraiment comme quelque chose qui est ancré dans les cryptos et qui bougera pas. Par contre, les altcoins, je les vois plus comme des actions. Je sais pas, Bitcoin, on peut le comparer peut-être à l'S&P. Alors, l'S&P, c'est juste une combinaison de plein d'actions, mais voilà, l'S&P, il est là depuis toujours et il sera toujours là. Bitcoin, ça pourrait pareil. Alors que les actions, par exemple, Google, Apple, il y a 100 ans, ils n'étaient pas là. Alors que le S&P était là. Et là, actuellement, Google et Apple, par exemple, ils sont très hauts, mais dans 50 ans, c'est pas sûr qu'ils soient encore là. Alors que le S&P, si. Et Bitcoin, c'est pareil, avec les altcoins. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, avant de finir, je vais vous montrer ça rapidement. C'est les murs de vente et d'achat. Avec ça, sur BTC, on a le mur de vente, de vente plutôt, qui est revenu, les gars, avec 700 BTC. Rappelez-vous, ce mur de vente un peu de l'enfer, où à chaque fois, il venait se positionner ici, ou il venait se positionner là, et en fait, à chaque fois, le cours, il venait, puis boum, il se faisait enlever, et c'est du spoofing, c'est-à-dire c'est un faux ordre. C'est un ordre qui est mis souvent par un exchange pour faire genre qu'il y a un ordre de vente, alors que c'est pas le cas. Et du coup, c'est un énorme ordre de 700 BTC qui n'est même pas à un endroit stratégique. Donc, il faut se méfier de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que juste en dessous de nous, au niveau des 78 000 $, on a un gros ordre d'achat de 340 BTC. Et franchement, un ordre d'achat, c'est pas mal du tout. Donc, ça, à voir si c'est du spoofing, mais je pense que c'est plutôt un vrai ordre. Donc, on verra. On verra si on revient sur cette zone, comment ça réagit par rapport à l'absorption de ces ordres ou pas. Ensuite, tiens, je voulais vous passer le petit short qu'on a mis ensemble dans la dernière vidéo. Alors, c'est vraiment un petit short, rappelez-vous, je mets des petites positions plus pour tester que pour vraiment gagner de l'argent. Mais on avait vu ensemble, j'essaie de trouver un peu les shorts d'altcoin, de meme coin, que vous pouvez aller chercher. Et du coup, dans la vidéo, on est allé voir Jelly, là, qui est une sorte de meme coin un peu manipulé, là, qui avait eu le problème avec Hyperliquid et Binance. Moi, du coup, le but la dernière fois, c'était de jouer, en fait, vous voyez, le rebond, vu qu'on était dans une dynamique baissière, le but, c'était de jouer ce rebond-là en short et du coup de parier à la baisse sur une future baisse. Donc c'est plutôt bien marché. Rappelez-vous, j'avais mis mon stop loss juste au-dessus, donc du plus haut qu'on avait fait là. Et du coup, hop, ça a été. Je l'ai pas vu passer. En fait, je suis revenu tout à l'heure et j'ai vu qu'on était très très bas. D'ailleurs, hop, on est remonté quasi à mon ordre, mais on est redescendu. Et là, du coup, en fait, on garde la dynamique baissière. Et en fait, si vous voulez, les hausses comme ça, c'est juste pour boum boum liquider. Du coup, je pense que je vais faire, c'est juste descendre mon stop loss ici. Je suis juste en dessous. Si je vois que tout simplement on remonte et on refait un plus ici, bah tant pis, je me ferai stop loss et après derrière, une chance qu'on reparte en dynamique haussière. Ici, par contre, on ne fait pas un plus haut que ça. Et voyez, on reste par exemple comme ça, boum, on risque de redescendre. Et là, éventuellement, je prendrai un TP. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous en avez repéré d'autres qui peuvent être intéressants à faire ça. Mais c'est vrai que là, il faut faire gaffe quand même sur les altcoins memecoin parce que bon, malgré là, vous voyez, je suis quand même bon parce qu'en fait, il a bien chuté depuis. Mais ouais, avec la news de Trump, en fait, il suffit qu'il y ait une news comme ça qui sorte, que ça fasse des plus 10, plus 20% en tous les sens. Bah, c'était un trade en cours, c'est assez chaud. Et ouais, moi, en tout cas, depuis quelques mois, là, depuis début février, franchement, depuis 2 mois, j'ai pas repris de position, quoi. J'ai pas repris de grosses positions. J'en ai pris une sur BTC où je ressorti quelques jours après parce que je sentais pas. Au final, j'ai bien fait. Mais à part ça, j'ai pas repris de position parce que on est dans une phase de marché que moi personnellement, je me sens pas à l'aise et c'est pas là où en général je vais chercher de la performance. Donc ouais, j'attends que ce soit un peu plus calme, que ce soit un peu mieux. Et là, je pourrais rentrer sereinement sans me brûler les ailes. Et de toute façon, là, c'est un peu compliqué parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai quasi
zéro liquidité quoi. Donc à part attendre que ça aille un peu mieux, je peux pas vraiment récupérer de liquidité. Enfin bref, voilà pour ça. Si d'ailleurs ça vous intéresse Femex, n'hésitez pas à passer en inscription. Tiens, il y a aussi ZoomX, je vais passer ça rapidement. Il y a la F1, vous pouvez, alors si vous avez un compte ZoomX, je vous invite à le faire. En gros, vous allez sur le lien que je vous mettrai en inscription et vous pouvez mettre enregistrer. Moi oui, je l'ai déjà fait. Et vous pouvez faire ça pendant 20 jours. Et en gros, vous avez un spin ici. Vous pouvez gagner 5 USDT, 500 par exemple, 20 Dogecoin, 1 ETH, 1 BTC. J'aimerais bien gagner un BTC. Et vous pouvez faire tourner du coup la roue. Vous avez gagné un truc. Et suivant les tâches que vous allez accomplir, donc là j'en ai déjà accompli quelques-unes au niveau des trades que je peux faire, du volume, etc. Et je vais avoir du coup des spins débloqués. Mais du coup, ça vous coûte rien en fait. Vous avez juste à vous inscrire et vous pouvez participer à ça et en même temps vous tradez, donc c'est plutôt cool. Donc là, vas-y, je vais faire une petite roue avec vous et j'ai gagné. En réalité, la plupart du temps, on va souvent gagner un petit truc vite fait quoi. Voilà, 5 USDT. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, c'est pas la folie non plus. Là, j'ai encore 3 trucs. Franchement, si je gagne un BTC, les gars, c'est incroyable. Bon, 20 Doge, je sais pas du tout ce que ça fait, mais à mon avis, c'est pas bien mieux que 5 USDT. La dernière, 20 Doge encore. Et là, le dernier, qu'est-ce que ça va être? Peut-être 2 XRP, 6 $. Et voilà, 2 XRP, putain, je l'ai pré-shot. Bref, voilà, c'est plutôt cool de faire la roue. Après, bon, vous attendez pas à gagner un BTC, parce que vous avez plus de chances. Enfin, aller voir les probas, mais vous avez beaucoup plus de chances de gagner des petits coupons. Mais on sait jamais. Peut-être que sur malentendu, vous pouvez gagner un petit truc gratuitement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Là aussi, pareil, je vous mettrai le lien en description. Si ça vous intéresse, vous avez ZoomX, vous avez Femex. Je vous mettrai aussi Bluffin. Et on finit avec le commentaire du jour de Malia qui nous dit « Tu n'as pas de modérateur pour supprimer les commentaires des bots, c'est insupportable. » Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'avais déjà parlé il y a 2 vidéos que je ne sais pas comment faire au niveau des bots. Il y a d'ailleurs Asher qui a fait une vidéo, si vous voulez la voir, pour comprendre un peu comment fonctionnent ces bots scam. Il en a sorti là il y a récemment. Mais en gros, les gars, il y a full bot et il y a des centaines de bots en commentaire. Et le truc, c'est que j'ai beau les bannir, il y en a 10 autres qui arrivent derrière. Genre, c'est interminable. Et surtout, ils font des stratégies d'arnaque de plus en plus élaborées, où ils se répondent entre eux, etc. Ils font genre, c'est une vraie discussion, donc faites gaffe. Derrière, on a une petite team de modérateurs, de peut-être 5-6 modérateurs, mais bon, vu qu'ils sont pas tout le temps dans les commentaires, voilà, c'est aussi impossible pour eux de tout supprimer. Si jamais il y en a d'entre vous qui sont intéressés pour faire les modos, n'hésitez pas à me dire et je vous ajouterai. Enfin bref, voilà, grosse vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et ce que vous en pensez. Je vous laisse pour aujourd'hui, moi je dis à plus. Ciao.